J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier et la première session de l'Académie des Rois. Vous trouverez tous les liens dans la description si cela vous intéresse. On va parler Bitcoin, bien évidemment. On est un petit peu dans le flou des plays qui sont quasi parfaits, qu'on pourrait prendre incessamment sous peu. On va bien sûr en parler dans cette vidéo. Et pour les académiciens, on parlera des trades contrariens. On commence maintenant. Alors, pour commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description. À l'intérieur, une documentation qui s'appelle la stratégie 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégner, vous en inspirer pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement, que ce soit sur du court, moyen, long terme, voire très long terme. J'utilise personnellement depuis plusieurs années, que ce soit les marchés traditionnels ou les crypto actifs un peu plus volatiles. Et elle est complètement gratuite, directement dans le Discord des rois du marché. Je vous invite à y faire un tout petit tour. On va regarder quelques petites poches de liquidité. Il y a des choses qui sont extrêmement intéressantes. Puisque depuis ce petit drawdown ici, les whales continuent à maintenir ce marché. C'est juste formidable de l'observer. Si elles lâchent, ça lâche, évidemment. Mais on voit une autre petite chose, c'est que depuis hier soir ou hier en fin d'après-midi, vous avez en fait des violets qui continuent à soutenir ce prix et à accumuler quelques bitcoins. Et ici, on le voit bien sur le spot au niveau de l'USDT. Est-ce que c'est bon signe? Est-ce que c'est pas bon signe? Généralement, quand vous avez les petits retail et les petits portefeuilles qui vendent, et puis les gros qui maintiennent ou qui soutiennent le prix, généralement, on peut y voir quelques éclaircies, évidemment. Vous avez aussi des plays bien très intéressants ici, au niveau des liquidations, qui se trouvent au-dessus des 26 000 $ et un tout petit peu en dessous, là, vers les 25 000, juste au-dessus des 25 000 $. On est en train d'aller chercher un peu les liquidités, on vient chercher les personnes surexposées avec des leviers très agressifs. Ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise solution, ça veut dire qu'en fait le marché se nourrit de cette volatilité, de ces poches de liquidité, pour pouvoir finalement avancer, tout simplement. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va chercher ces 30 000 $, 29 000 $, ou est-ce qu'on va chercher les 23 000 $? Il y a des plays qui sont complètement évidents, qui se trouvent juste ici. Je pense que on est nombreux à l'attendre, là, juste ici. On attend d'acheter un petit peu le couteau qui tombe aux alentours des 24 000, 24 100, 24 200 $. Pourquoi? Parce que c'est exactement sous une petite poche de liquidité qui est parfaitement positionnée. Je vais essayer de la retrouver, voilà, juste par là. Je ne sais plus où est-ce que c'est mes indicateurs. Voilà, par rapport à ce petit POC ici. Vous voyez? Juste cette petite mèche ici, il y a quelques stops complètement évidents qui viennent se positionner. Et on arriverait sur une zone de liquidité, puisqu'on est actuellement dans une poche, mais on arriverait sur une zone de liquidité juste ici, où le prix devrait être défendu. Tout le monde l'attend finalement pour aller acheter ce couteau. Dès lors, il y a deux possibilités. Soit en fait on vous fait courir et on nous fait courir derrière le prix, ce que Bitcoin adore faire, il adore nous faire courir derrière le prix, en attendant de venir chercher les invalidations et pour aller ça et tout péter, j'ai pas acheté là donc je vais acheter plus haut puisque ça part, donc un peu de FOMO pour bien évidemment mieux nous retourner puisque dans cette configuration de marché c'est un range, donc on achète les bas de range et on vend les hauts de range bien évidemment. Et il faudra faire très attention à ça. Si on vient chercher les POC de liquidité, la question à savoir c'est est-ce qu'on réagit et à quel moment on pourra prendre des plays à ce moment-là. Que des trades divergents, bien évidemment, avec des divergences haussières, cachées, potentielles, ou une magnifique divergence en délit ici, avec une réintégration au niveau du range précédent, et on attendra l'accélération, c'est clairement ce que je prendrai, je ne suis pas trop pressé. Je n'achèterai pas de couteau qui tombe, j'achèterai de la latéralisation ou de la réintégration, puisque je ne suis pas un acheteur de peur, je suis un acheteur de force, tout simplement. Donc j'espère que je vous ai aidé par rapport à ça, bien évidemment que tout le monde le voit, vous n'êtes pas le seul à le voir, moi aussi je le vois, et beaucoup attendent d'aller chercher cette petite poche de liquidité complètement logique. Est-ce qu'on va y aller, est-ce qu'on va pas y aller? C'est toujours la même chose. J'ai toujours cette même en fait narrative. Si c'est haussier, on n'a rien à aller chercher. On n'a pas à casser ou à faire des invalidations. Si c'est haussier, on doit faire des nouveaux plus hauts. Et actuellement, on est en train de le constater. On a bien des hauts toujours plus hauts que les précédents et des bas toujours plus hauts que les précédents. Donc on est bien haussier ici. Si on est réellement haussier, on n'a rien à faire plus bas. Dès lors, est-ce que ça veut dire qu'il faut se surexposer ici? Non, mais les stops doivent être larges, bien évidemment. Tout simplement, avec des ratios de 1 pour 1 qui peut être complètement intéressant. Mais si on reprend en fait dans cette narrative de ratio de 1 pour 1, les grosses prises de profit se trouveraient aux alentours des 17 000 $, comme on l'avait abordé dans la vidéo d'hier. Quelques informations très intéressantes, on va faire un tout petit peu d'order flow. Je vois strictement rien, à part un soutien au niveau de Binance ici, au niveau du BUSD et de l'USDT, et une latéralisation complètement morose et monotone par rapport aux open interest. Personne ne s'intéresse à ce marché. Il n'y a pas de position en réalité qui s'ouvre. S'il n'y a pas de position qui s'ouvre, ça veut dire que ce price, si vous voulez, n'est pas intéressant. Donc c'est soit on ira chercher de l'intérêt plus haut, soit on ira chercher de l'intérêt plus bas. C'est toujours la même chose, c'est toujours la même mécanique. Ce qu'on veut, c'est s'il y a une direction qui est prise, on veut des open interest qui maintiennent, qui augmentent et qui sont maintenus, soit à la baisse, soit à la hausse, qu'on soit bear ou qu'on soit bull.
bien évidemment. Faites attention au niveau des traders de breakout, puisque attendez bien des confirmations et des clôtures. Nous sommes ici dans des time frames en weekly, donc vous attendrez une confirmation en weekly, une acceptation en weekly et potentiellement une accélération en weekly sur des ratios de 1 pour aller nous chercher les 23 000, 22 000 dollars ou 21 000 dollars, voire les 20 000 dollars et pourquoi pas ce déséquilibre aux alentours des 17 200 dollars, là où les plus grosses baleines se sont positionnées allègrement dans la peur et dans le sang et la capitulation de beaucoup de retail, malheureusement. Ça ne veut pas dire qu'il fallait acheter debout sur la table ici, pas du tout. C'est-à-dire qu'il fallait attendre des confirmations. On l'a eu ici, les confirmations, et depuis on le swing. Premier flux, deuxième flux, on attend un troisième flux. Les troisièmes flux sont souvent les plus violents. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Ça ne veut pas dire qu'ils vont arriver systématiquement, mais c'est généralement les plus violents sur des vagues 5 étendues, qui peuvent aller nous chercher les 50 000 dollars, 55 000 dollars, 60 000 dollars. Maintenant, c'est toujours la même chose. Où est-ce qu'on se positionne? Premier arrêt ou zone de rechargement d'achat? Si on parle de premier arrêt et zone de rechargement d'achat, on a cassé le premier arrêt en fait du précédent mouvement. Vous voyez juste ici, vous avez le premier arrêt ici du précédent mouvement, depuis la vendetta de Gary Gensler jusqu'au précédent top, ici provisoire. On part du principe qu'ils sont provisoires et non définitifs, bien évidemment. On a cassé le premier arrêt. Si on casse le premier arrêt, le plus probable, qu'est-ce que c'est de faire un petit tour dans une zone de rechargement d'achat logique, ici. Voilà, dans cette zone-là. Et il est probable qu'on vienne chercher de la liquidité sur cette zone-là. Est-ce que ça veut dire qu'on doit y aller? Non, bien évidemment. Il n'y a aucune certitude sur les marchés. Normalement, il faudrait réagir. Si vous avez décidé d'attendre cette poche de liquidité, si vous avez décidé d'attendre d'aller chercher en fait ce play, à ce moment-là, vous n'avez rien à faire, même sur de nouveaux sommets. Et vous attendrez le prochain. Le prochain, c'est quoi? Le prochain, c'est peut-être ça, en fait. Je vous explique un petit peu dans le truc. Voilà, un truc un peu comme ça. Et puis, on ira chercher le prochain, tout simplement. C'est super important. Voilà. C'est comme ça qu'on arrive à swing finalement ce play. On ne FOMO pas et on attend que le marché vienne à nous. Et ce n'est pas une certitude que le marché vienne à nous. Quoique, on en parlera sur des trades contrariens juste après à midi sur le live d'Héros du marché par rapport aux académiciens. Ça va être extrêmement intéressant. En tout cas, j'espère que vous serez nombreux à midi. On continue sur quelques petites news, des news qui sont extrêmement intéressantes. Je vais commencer par celle-ci. La méthode d'Elon Musk, comment fait-il pour être expert en tout? C'est vrai, quand il parle à la radio, même si parfois il consomme des produits illicites, qui ne le sont pas dans les États concernés, mais on a l'impression qu'il a réponse à tout et qu'il a une tête bien faite et bien remplie. En fait, c'est très simple. Il nous dévoile sa méthode d'acquisition de connaissances, qui est finalement une abondance de littérature. Il lit beaucoup, il semblerait, Elon Musk. Donc je ne partage pas cette idée-là, puisque j'aime pas lire. Par contre, vous avez beaucoup de vidéos sur YouTube qui vulgarisent des livres. Et ça, je vous invite réellement à aller les regarder. Et notamment une qui devrait nous intéresser, nous, en tant qu'investisseurs, swingers ou voire traders, c'est d'aller chercher un petit peu des vidéos sur l'investissement, notamment sur Un peu mieux. Et je vous invite à aller regarder, puisqu'en fait, c'est une chaîne qui s'est consacrée à la vulgarisation et à la traduction en vidéo, avec une voix off et des petits dessins, pour résumer en fait des livres en plusieurs points. Et je trouve ça ultra intéressant, je m'en suis nourri depuis les 5 dernières années, et je prends toujours plaisir à réécouter ces vidéos-là en podcast, puisque la lecture pour moi, ça fait 2. Donc autant aller là où ça nous intéresse. Et puis YouTube nous propose ce type de contenu, autant y aller. Donc si vous voulez faire comme Elon Musk, nourrissez-vous de ça, sans limite bien évidemment. Quelque chose de très intéressant également, ça part sur The Blog. Alors qu'on l'aime ou qu'on n'aime pas, c'est toujours très intéressant, parce que j'aime bien en fait écouter des réflexions contrariennes. Moi c'est comme ça en fait que j'arrive à renforcer des billets de confirmation ou justement des invalidations psychologiques. C'est toujours la même chose. Binance au bord de la faillite. Les caisses sont à sec, c'est dramatique. Alors c'est un petit peu affirmatif. Bien évidemment, vous mettez un énorme point d'interrogation là-dessus et vous allez essayer de comprendre le raisonnement. En fait, son raisonnement, qui n'est pas forcément mauvais, c'est qu'il est en train en fait de Binance de référencer beaucoup de tout petits projets. Des petits projets avec peu de liquidité et avec des droits d'entrée moins élevés. Et ça voudrait peut-être dire que les gros projets, ils ont du mal à se lancer, ils ont du mal à lever, ils ont du mal à se positionner, ils ont du mal à être listés, parce que les conditions d'entrée, notamment sur ces très gros échangeurs, sont très élevées. On peut parler de près de 15 ou voire 20 millions de dollars pour un projet qui se respecte, bien évidemment. Si vous prenez du Aptos, si vous prenez du Sioux, si vous prenez du Sei, si vous prenez du WorldCoin, etc., ça doit être des 20, des 30 ou des 40 millions de dollars qui doivent juste déposer pour être listés. Donc ce sont des montants qui sont extrêmement intéressants. Nous, ce qu'on aime, c'est les petits projets qu'on aime bien, avec des fortes communautés. Et je pense que ça va encore une fois dans ce narratif-là, parce que d'un côté, ça peut être considéré comme négatif. Moi, je le vois plutôt comme positif, par rapport à des projets peu capitalisés qui ont la possibilité de pousser la porte de Binance avec leur propre communauté. Le seul objectif de ces projets-là, c'est d'apporter à Binance une garantie de liquidité et une garantie de trade, en fait, d'activité, de volume.
finalement, que ce soit de l'achat ou que ce soit de la vente. Ça, c'est extrêmement important. Et il semblerait que Binance commence de plus en plus à proposer des petits projets, de multiplier les petits projets, peut-être à l'image de KuCoin, parce que si on parle que c'est une dramatique pour Binance de lister des petits projets, regardez KuCoin qui se porte plutôt bien. On a eu beaucoup de FUD sur KuCoin pendant toute l'année 2022, jusqu'à preuve du contraire, ils sont encore là. Et ça reste un des échangeurs avec le plus de crypto-monnaies référencées. C'est la foire au shitcoin. Je vous l'atteste totalement. Et je crois qu'il y a plus de 800 ou plus de 900 cryptos sur cet échangeur-là. Mais qu'ils ont fait quand même pas mal de ménage depuis quelques mois maintenant. Mais est-ce que ça peut être intéressant? Est-ce que ça peut être une opportunité? Ou encore une fois, faut-il s'en inquiéter? Non, il ne faut pas s'en inquiéter. On est en bear market et on essaye de penser nos plaies. C'est ça, en fait, la grande difficulté. Est-ce que Binance va lisser des petits projets? C'est une quasi-certitude. Est-ce qu'il va le faire pendant les 10 prochaines années? C'est beaucoup moins sûr. Ils essaient de trouver leur propre business model. Il n'y a pas de petit argent. Et il y a de l'argent et il faut qu'ils prennent de l'argent, puisqu'ils ont beaucoup de salariés à payer. Bien qu'ils en ont licencié plus de 3000, il y a encore quelques mois en arrière. Et il fallait bien évidemment, par rapport à ces aides, s'inquiéter des entreprises qui licenciaient des salariés. Donc oui, tout bon an mal an, ne mettez pas tous les œufs dans le même panier, diversifiez le nombre d'échangeurs et dirigez-vous pour des fonds de portefeuille ou pour l'investissement plutôt sur du PSAN, même si les frais sont plus importants, que ce soit du Bitpanda, que ce soit du Trade Republic, que ce soit du Swissborg, que ce soit tout ce que vous voulez, PSAN. Binance, c'est PSAN. Ça peut être intéressant. Espérons que les comptes soient ségrégés au niveau de la frange, et je pense que oui, pour être tout à fait honnête avec vous, et ce, depuis quelques mois maintenant. Voilà, c'était juste pour vous remettre dans cette réflexion-là. C'est pas forcément alarmant, c'est pas forcément aussi parler pour ne rien dire. C'est toujours la même chose. On est bombardé en fait de ça au quotidien sur les algorithmes de Google, etc. Et il faut essayer tout simplement pas forcément de se remettre en question, puisque on a toujours des convictions, et les convictions, il faut vraiment les tenir. Mais il faut bien évidemment essayer de casser nos certitudes. Voilà, c'est pas parce que ça peut être dramatique que c'est dramatique. Et c'est pas parce que ça ne va pas dans votre sens que ça va dans le mauvais sens. Hein, c'est toujours la même chose, quelles que soient les décisions qui sont prises par ces exchanges-là. Je voulais vous parler de ça. Et ouais, on en avait parlé. N'y allez pas. Vous savez, je suis allé à Barcelone cet été. Et juste à côté de Barcelone, à une vingtaine de minutes, vous avez un mall. C'est Auchan d'ailleurs. Je ne sais plus comment on dit en espagnol. Bon, c'est un gros Auchan. Il y a des jeux pour les enfants, il y a McDo, des restos, des machins, des trucs. Et vous aviez en fait dans la galerie marchande, j'aurais pu vous partager la photo, mais de WorldCoin. Et on avait déjà fait ce travail-là sur un live, me semble-t-il, pour vous dire qu'il faudrait scanner l'iris toutes les 3 secondes ou toutes les 7 secondes pour atteindre 1 milliard d'individus dans les je ne sais pas combien de dizaines d'années, ou 5 ans, 10 ans, etc. Et vous avez bien compris qu'en fait c'était assez, comment on dit ça? C'était assez ambitieux. Bon. Donc entre en fait ce qu'on voit et entre ce qu'on croit, quels que soient les calculs d'apothicaire que nous pouvons faire pour essayer de rationaliser des idées d'investissement ou de non-investissement, il faut tout simplement regarder qui sont les fondateurs, qui sont les investisseurs et qui est la communauté. Hein, c'est ça qui est important, ou l'utilité si vous voulez. Est-ce qu'il y a vraiment une utilité? Déjà, on a bien compris que l'utilité n'était pas partagée par les aficionados de la cryptosphère. Déjà, très mauvais point. Qui sont les créateurs ou les fondateurs? Bon, on a compris que c'était le fondateur de ChatGPT. Pas n'importe qui, il a le vent en poupe. Hein, et les gens qui ont le vent en poupe comme ça ont des facilités à pouvoir drainer des capitaux. Dans les mouvements de capitaux, il en draine plus qu'une personne qui est peut-être moins connue ou qui n'a pas créé ChatGPT, si vous voulez. Et quand on code Elon Musk et quand on crée des boîtes avec Elon Musk, et ça marche bien et on draine des capitaux. La troisième chose, c'est qui sont les investisseurs. Et à ce moment-là, il faut regarder quelque chose d'important. Mais c'est quoi en fait le tarot des investisseurs? À combien ils sont rentrés les investisseurs? En fait, c'est assez facilement calculable. On a bien compris que ça avait été listé aux alentours des 2 $, ce truc-là. Bon, c'est complètement délirant, même ça a fait des sauts complètement fous au niveau de WorldCoin. On a bien compris qu'il y avait très peu, à ce moment-là, il y avait moins de 1% des tokens qui avaient été libérés. Actuellement, c'est une capitulation boursière de 10 milliards de dollars. La question à savoir, c'est combien ça vaut? Je vais vous donner juste un ordre d'idée. Tous les très gros projets sur toute la période de 2020-2021, avant les explosions, avaient une forme de latéralisation aux alentours des 3 milliards. On en avait déjà parlé il y a quelques mois dans les vidéos des rois du Bitcoin. Grosso modo, c'est une market cap de 3 milliards. C'est des gros projets en devenir. Donc on peut partir du principe par rapport à sa valorisation que c'est encore 3 fois trop cher.
Donc ça devrait encore perdre à peu près 70 centimes, 70%, donc 70% centimes d'euros si on part sur du dollar. Et à ce moment-là, il va falloir tout simplement le corroborer avec les investisseurs. Et les investisseurs, ils sont là. On les voit très très bien. Vous allez sur DropTab et vous avez Série C, Venture Round et Side Round. Bon, ça a levé 25 millions de dollars à zéro. Ça a été donné. Ça a levé 100 millions de dollars. On ne sait pas trop par Andreessen. Ok, très connu. En série C, ils ont levé 115 millions de dollars. On ne sait pas. Bitcoin, Ethereum, on n'a pas vraiment d'informations. Ouais, mais en fait, ce qu'on sait si vous allez dans le vesting, c'est que vous avez actuellement sur les investisseurs à peu près 1 milliard de dollars qui sont loqués, par rapport à la capitalisation actuelle. C'est-à-dire que si vous faites en fait une cote-part par rapport à 350 millions de dollars qui ont été levés, c'est à peu près ce qu'on peut retrouver ici, 115 plus 100 plus 25, voilà, 250 millions de dollars ou 225 millions de dollars, on ne sait pas vraiment s'il y a tout. Grosso modo, vous partez du principe que si au niveau du vesting, vous vous retrouvez sur une capitalisation à 250 millions de dollars, ils sont à leur prix d'entrée. On est bien d'accord ici qu'on va en fait avoir un drawdown de 75%, 25 centimes. Et on serait aux alentours des 2,5 milliards, 3 milliards de valorisation. Et on retombe finalement sur nos pattes. La question à savoir, c'est est-ce qu'il faut absolument acheter maintenant, oui ou non, du WorldCoin? Si vous en êtes convaincu, attendez-vous à perdre peut-être 50%, 60%, 70% dans les prochaines semaines ou prochains mois. Jusqu'à ce qu'on vienne titiller et chatouiller les doigts de pied de ces venture capital, qui ont posé actuellement 250 millions de dollars et qui savent que dans un an, à valorisation constante, à capitalisation constante, ils ont fait x4. C'est quand même beau l'histoire. x4. C'est quand même pas mal. Alors oui, on s'attend peut-être à avoir une valorisation de WorldCoin bien plus importante. Et vous avez pas mal de voix dissonantes, notamment sur les médias plus spécialisés, qui sont en train de nous expliquer que la déchéance et la désillusion de WorldCoin à travers la planète. C'est un fait. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas marcher. Ça veut dire qu'il faudra peut-être beaucoup plus de temps pour pouvoir rassurer. C'est toujours la même chose. Le prix de quelque chose est toujours corrélé à la confiance qu'on l'accorde. C'est toujours la même chose. Et la confiance, qu'est-ce que c'est? C'est du temps. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que la confiance, c'est du temps. Aujourd'hui, posez la question aux 20 personnes les plus proches qui vous entourent, et vous posez la question, t'en penses quoi de Bitcoin? Vous allez comprendre qu'en fait, la plupart du temps, ils vous disent que je crois que c'est une arnaque, c'est trop volatile, c'est machin. En fait, ils auront toujours des excuses de peur, finalement, mais parce qu'ils n'ont tout simplement pas confiance en cette technologie, parce qu'ils ne la connaissent pas. Et s'ils ne la connaissent pas, ils ne peuvent pas la comprendre. S'ils ne la comprennent pas, ils ne peuvent pas la partager. Et on parle ici de sa philosophie. Le temps, c'est de la confiance. C'est toujours la même chose. Et on sait qu'il faudra du temps. Et on pense, et je partage cette idée-là, que le summum, si vous voulez, au niveau de l'adoption vis-à-vis notamment de Bitcoin et des technologies blockchain, mais les plus capitalisées, se fera d'ici à 2030, 2032, voire 2034. Et c'est pour ça que je pense qu'on a encore bien 3 cycles échus de Bitcoin, donc 3 halvings, avant d'en extraire la principale partie de sa valeur. Un peu à l'image, si vous voulez, des startups, où 95% de la valeur ou 90% de la valeur est captée en fait par les VC, si vous voulez. Et actuellement, les VC sur Bitcoin, on peut presque partir du principe que c'est nous, puisqu'on est en train d'acheter avec eux. Donc partez du principe que vous êtes à votre mesure, bien évidemment par rapport à votre capitalisation ou votre capital d'investissement, considérés comme des VC, comme des early, si vous voulez. J'espère que je vous ai aidé par rapport à ça, puisque même si ce truc m'intéressait, j'attendrai en fait que ça arrive aux alentours des 30 centimes, 25 centimes, pour pouvoir commencer à regarder une forme de latéralisation. Et actuellement, il n'y a pas de latéralisation, c'est baissier. Donc hormis rajouter à nos perdants, il n'y a pas beaucoup de choses à faire. Et reprenez en fait des Solana, reprenez des GLD, reprenez des trucs comme ça, vous le voyez en fait. Alors, c'est un petit peu différent puisqu'ils étaient arrivés vraiment à 6 mois avant le bull run. Donc honnêtement, plutôt bravo. Donc regardons en fait finalement 6 mois avant le bull run. Et 6 mois avant le bull run, ça donnerait début de l'année 2024 si vous voulez. Par rapport à ma temporalité. Je peux me tromper, ça peut partir to the moon, ça ne me dérange pas du tout. Mais il y a trop de choses en fait qu'il faut cocher, il y a trop de cases à cocher pour pouvoir en fait aujourd'hui acter qu'on va repartir dans un bull run et dans des excès haussiers en dépassant les ATH incessamment sous peu. J'ai malheureusement trop peu de cases qui sont actuellement cochées, hormis que c'est relativement baissier et qu'on est tous relativement dépressifs par rapport à ce qu'on voit depuis plusieurs mois maintenant.
mais ce n'est jamais différent. Voilà, j'espère que je vous ai aidé par rapport à ça. Une petite chose qui est très intéressante également, Vitaly Buterin vend 580 000 $ de jetons MakerDAO suite à l'annonce sur PDG. Bon, bah, grosso modo, il explique qu'il a envie de se barrer d'Ethereum parce que il trouve peut-être chaussure à son pied côté Solana. Sur un possible fork de Solana, il y en a eu beaucoup des forks sur Solana qui ont plus ou moins réussi. Certains ont échoué, d'autres ont réussi. Et également sur Cosmos, hein, sur la blockchain Cosmos. Est-ce qu'ils vont choisir l'un? Est-ce qu'ils vont choisir l'autre? Il explique que Cosmos est intéressant, mais ça reste relativement cher par rapport à pour garder une performance et une autre performance. Solana a des très bons atouts, donc on va partir de Ethereum pour aller côté Solana. Bon, bah c'est toujours pareil. Chacun ses atouts, chacun ses utilisations, chacun ses convictions, et chacun ses... En tout cas, s'il dit ce type de choses, c'est que le fondateur de MakerDAO, qui est plutôt en fait un actif actuellement qu'elle vend en poupe, parce que beaucoup le regardent ou l'ont encore regardé, et je vous invite vraiment à le regarder, puisque c'est plutôt propre ce qui est en train de se passer. C'est clairement ce qu'on attend sur pas mal de nos crypto-actifs préférés. On a pris ce magnifique Rock Peak. Honnêtement, c'est un bijou ce truc, hein. Je vous le dis franchement, c'est un bijou. C'est magnifique en fait ce qui est en train de se passer au niveau de MakerDAO. Bon, bah, c'est juste formidable. On est bien en train de... On a fait une magnifique phase de réaccumulation. On est en train d'essayer de déplacer la valeur. Est-ce que ça va faire des drawdowns? Est-ce que ça va repartir dans une zone de rechargement? Bah, en fait, quand vous avez ce type de choses et qu'en fait on constate, c'est toujours la même chose, hein, les plays on les constate, c'est que les bottoms sont faits. C'est que les W weekly ou voire mensuels sont actés. Et c'est maintenant en fait qu'on est en train de prendre la force ici et on est en train de swing finalement MakerDAO. Ça, c'est super intéressant. Est-ce que c'est intéressant d'acheter maintenant? On aura toujours cette même contradiction. J'aurais dû acheter à 600, j'aurais dû acheter à 800, j'étais devant, j'aurais pu acheter à 540, c'est pas possible. Oui, reprenez du recul par rapport à la réelle valeur d'un actif, hein, par rapport à ce qu'il peut apporter demain en termes d'utilité, en termes de consommation, en termes de tout ce que vous voulez. Ok, donc vous êtes allègrement, et je dis bien allègrement en dessous d'une zone de rechargement d'achat long terme, mais enfin c'est bonheur quand même, hein. On est sur un 0,618, honnêtement, avoir acheté ici sur un investissement n'est pas complètement délirant, et vous revenez même un tout petit peu en dessous d'un investissement. Je vous le dis honnêtement, si vous étiez ici, enfin ça aurait été du bonheur d'acheter là-dedans, quoi. Je vais mieux retracer mon Fibo, parce que c'est plutôt comme ça qu'il faut le tracer celui-ci, et je vais le mettre à 0 parce que on s'en fout. Tout vaut 0, pardon. Je vais aller chercher aussi à 6000. Pardon. 6000 et ça vaut 0. Voilà, la tête toto. Et ben c'est formidable. Voilà, je prends bien ici. Vous êtes exactement, voilà, vous êtes sur un C586. Magnifique, dans une zone première classe. Enfin, c'est du bonheur ce truc-là. Donc, est-ce que c'est intéressant d'aller en fait jeter un œil sur MakerDAO, commencer à réfléchir sur son fondamental si vous n'y êtes pas exposé? En tout cas, je vous le dis franchement, c'est un rêve de voir toutes nos cryptoactifs, et elles finiront bien sûr par faire ça, je pense les plus capitalisés. C'est clairement en fait ce qu'on recherche et ce qu'on attend. Alors on est plutôt dans l'investissement ici, mais vous avez des confirmations, vous avez quasiment toutes vos confirmations. Elles sont... c'est magnifique. Le magnifique roi pique, regardez à quel point c'est... Voilà, les gros y sont. On n'est pas encore dans un enfoncement de la société de surachat ici. On a des magnifiques divergences qui se sont concrétisées. On a clôturé. Enfin, c'est un petit bonheur. C'est juste formidable. Et c'est ici où je vous dis, les plus gros achèteront là. Donc marquons-le aujourd'hui. Comme quoi, MakerDAO, s'il y a des gros derrière, eh ben c'est maintenant qu'ils achètent et qu'ils soutiennent le prix. Il faut le marquer. En somme, il est très peu probable qu'on revienne chercher les bottoms de marché sur les 500 $ ou en dessous, puisque toutes les structures maintenant sont faites, évidemment, et c'est maintenant que les gros vont se positionner. Est-ce que ça va se vérifier, se concrétiser, se valider? Alors maintenant, TP numéro 1, bien évidemment, si vous êtes là-dedans, c'est ratio de 1 pour 1. Hein, c'est toujours la même chose pour les W sur les magnifiques structures, c'est des ratios de 1 pour 1. On prend quoi? 54%. Ça, c'est plutôt des swings, hein, d'accord? Sinon, tous les autres, allez chercher vos objectifs, hein. Il n'y a pas de problème, hein. TP numéro 1, premier arrêt éventuellement. Il y a de grandes chances d'aller chercher le premier arrêt. Et je pense qu'on, si on le prend maintenant, est-ce qu'on a encore un premier arrêt au niveau des 110%, au niveau de notre copain? On va regarder de suite. Ouais, largement. On a largement un 110% sur le premier arrêt. Moi, si je devais être investi là-dedans, hein, et d'ailleurs ça m'intéressait énormément, bah, clairement, pas de problème, hein, 110%, c'est complètement validé sous un premier arrêt, TP numéro 1, et puis après on ira chercher les extensions si ça veut partir, hein. C'est juste formidable. Mais excellent candidat, et c'est exactement ce qu'on attend. Voilà, ça c'est rationnel. Et au moment où je vous dis que c'est rationnel, vous vous dites, mince, c'est trop cher. C'est fou, hein, quand même, ces émotions qu'on peut avoir et ces biais contrariens qu'on peut avoir par rapport à une situation.
On est incapable aujourd'hui d'investir dans CAPS. Regardez ça. C'est très très difficile d'investir dans CAPS. Parce que c'est ultra baissier. Et en réalité, c'est ici qu'on investit. Là, quand on aura fait des magnifiques structures, etc., dans des magnifiques W mensuels, etc. Alors, mais c'est beaucoup trop cher. C'est impossible, regardez, le truc il a pris 500%. Ouais, mais les gros investiront là en réalité. Les très très gros, s'il y a vraiment de l'avenir sur ce token, vous pourrez prendre n'importe quel token. Hein. D'ailleurs, ce cap, c'est vraiment pas une grosse capitalisation. Hein. Si vous voulez l'envoyer à 1 milliard, ce truc, vous pouvez l'envoyer à 1 milliard. On va juste regarder au niveau de CAPS, mais je crois que c'est ridicule. C'est un super projet français, ça. C'est génial, CAPS. On va regarder ça rapidement. Ternois. C'est combien ce truc-là? 31 millions. 31 millions. Vous vous rendez compte? Si ce truc peut valoir 1 milliard, je ne sais rien si ça peut valoir 1 milliard, mais en tout cas, il y a de la commu derrière, il y a du monde derrière. Ils sont pas tout seuls sur Twitter. Hein. On peut regarder ça rapidement, il y a combien de personnes sur Twitter? Ils sont pas 2000, quoi. 132 000. Honnêtement, on voyait sur Solana, sur les machins comme ça, sur des links, on voyait des 95 000, on était olé olé, yo-yo, sur des capis à 3 milliards, quoi. Eh oui, ce n'est pas différent. Je ne dis pas qu'il faut mettre all-in sur CAPS maintenant. C'est pas vrai, vous n'avez pas de confirmation. Les plus patients attendront des magnifiques structures mensuelles. Mais vous êtes bien dans une zone de rechargement première classe ici sur CAPS, et j'ai donc fait mon investissement 1 ici. Et après, j'ai mon ICO ici. Hein. Ah, très très intéressant, 150 000 $ ici au niveau de l'ICO. C'était en mai 2021. Bah, ça tient. Hein, jusqu'à preuve du contraire, ça tend à tenir. Voilà, j'espère que je vous aide en disant tout ça. On fait une autre petite news qui est extrêmement intéressante, c'est celle-ci. La Chine, Koutri Garnot évite le défaut de paiement, le secteur de l'immobilier respire. Alors je vais relativement vite le résumer, cette histoire. C'est pas bullish. Et je vous le dis franchement, ici, rien n'est bullish. Mais on réagit toujours de la même manière. Pour pouvoir penser des plaies vis-à-vis de dettes, on a toujours le même mécanisme. Plus de dettes. C'est exactement ici. D'ailleurs, il y a Société Générale qui nous l'explique. 4 fois le projet, etc. Je vais essayer de... Je ne sais plus où est-ce que je l'ai vu. Où est-ce que je l'ai vu? Société Générale. Je vais faire un général. Ça marche. Si je fais ça. CTRL F. Général. Voilà. Voilà. Résultat, nombre de promoteurs sont contraints de vendre au rabais. La situation est d'autant plus précaire qu'environ 60% des projets sont situés dans la ville chinoise, etc. Les propriétaires, voilà, paient généralement bien avec la... Contrigador dispose de 4 fois plus de projets que Evergrande, dont la mise en arrêt des chantiers entraîne des manifestations, des grèves, tout arrêt de travaux de facteurs d'instabilité. Et le deuxième de ce, voilà, c'est juste ici, plusieurs grandes villes, dont Pékin, Shanghai, assouplissent également leurs critères pour obtenir des prêts hypothécaires afin que davantage de ménages puissent en bénéficier et stimuler la demande. On est bien d'accord qu'ici, on règle des problèmes de dette, des problèmes de faillite, des problèmes de tout ce que vous voulez, par plus de dette vis-à-vis de l'assouplissement. Nous, on parle d'assouplissement monétaire. Il y a plein de formes d'assouplissement pour redynamiser la demande et la croissance. Et d'après Société Générale, hein, Michel Lamy, mais cela ne peut être insuffisant pour la relance immobilière, prévient l'économiste. Les déboires des promoteurs risquent de continuer et saper la confiance des acheteurs potentiels. Et la boucle est bouclée. La confiance, c'est de l'argent, et la confiance s'acquiert avec le temps. Et les cassures de confiance ont beaucoup de mal, en fait, à revenir. Je vous prends un exemple très concret. Vous savez que ce truc-là est au bord de la faillite, et est-ce que vous allez signer un chèque et faire un apport de 250 000 $ vers Evergrande ou vers Green? Est-ce que vous le faites? Est-ce que vous y allez, vous? Country Green, vous faites le chèque de 250 000 $, il vous explique, vous inquiétez pas, on va vous livrer votre appartement dans un an. Vous y allez, vous le faites le chèque, vous le signez là? Avec tout ce que vous entendez? Et honnêtement, les Chinois l'entendent de moins, parce que c'est très contrôlé hein, au niveau des médias. Mais on n'y va pas. Vous comprenez bien, parce que malheureusement, la cassure est faite. La blessure est là. La confiance est brisée. Et je pense que ça va être très difficile, sauf si c'est nationalisé. Je pense que ça va probablement finir comme ça. Il faut qu'on tue le risque. En fait, à l'image, si vous voulez, des États-Unis qui ont complètement tué le risque vis-à-vis des faillites bancaires, parce que honnêtement, on a évité un 2008 bis puissance 2, ou puissance 10, on peut presque parler comme ça, et ben je pense que ce ne sera pas très différent par rapport à la Chine, et ils vont finir par tuer le risque. Voilà, en injectant des liquidités. Et ils peuvent le faire, puisque eux n'ont pas beaucoup d'inflation, voire on peut même parler de déflation au niveau de
de la Chine. Dernière petite chose, on a juste ça qui m'intéresse moi par rapport à cette semaine, au-delà des discours, etc. Ce qui m'intéresse, c'est au niveau de la balance sheet de la Fed. Ah, voilà, elle est juste ici. Fed, balance sheet, 8 milliards. Je le rappelle, hein, c'est toujours la même chose. Jérôme Powell avait dit, il y a quelques mois en arrière, que son objectif au niveau de la balance de la réserve fédérale, c'est ces 6 000 milliards de dollars. C'est ça en fait son objectif. 6 000 milliards de dollars. Donc il faut aller chercher et trouver 2 000 milliards de dollars. Si lui en fait décaisse, ça veut dire qu'ils vont en fait revendre leurs actifs financiers. Et ça veut dire que c'est plutôt les investisseurs, les institutionnels et d'autres qui vont prendre le relais par rapport au bout du trésor. Et c'est clairement ce qu'on n'observe pas. Et elle est bien là, le mal. C'est qu'on revoit en fait, je vous avais dit d'ailleurs la semaine dernière, on a une forme de décroissance au niveau des taux directeurs. Donc si vous avez une baisse au niveau des taux ici, c'est plutôt positif, ça veut dire qu'il y a de la demande. Mais si vous avez une augmentation du rendement, ça veut dire qu'il y a une augmentation de l'offre. Hein, ça veut dire que la demande s'épuise, si vous voulez. Plus vous avez de demande, moins vous êtes rémunéré. Mais plus vous avez d'offres, parce que des gens veulent s'en débarrasser sur le secondaire, bah plus vous êtes rémunéré pour pouvoir absorber finalement cette prépondérance de l'offre. Et on retrouve une forme de prépondérance. Donc vigilance par rapport à ça. Est-ce que c'est cataclysmique? Bien évidemment que non. Ce n'est pas encore cataclysmique. Et généralement, il faut des catalyseurs externes, comme ce qu'on peut attendre vis-à-vis des news, vis-à-vis de Bitcoin ou vis-à-vis d'Ethereum, nos crypto-actifs préférés. C'est clairement ce qu'il faut attendre. Des news. Et attention à ça, parce que s'il y a une news qui peut paraître finalement anodine, si les marchés réagissent, ce sera donc considéré comme un prétexte. Les marchés, pour décaler la valeur, ou décaler les prix, pas la valeur, mais pour décaler les prix, cherchent toujours des prétextes. C'est super important et on l'avait bien vécu ici en mars. Hein. Ici, vous aviez en fait en mars la faillite bancaire et le prétexte, c'est Bitcoin, est-ce que ça va marcher? Des gros portefeuilles y sont et puis BlackRock a dit, moi je vais faire des ETF ou je sais plus trop quoi. Ou non, c'est ici, là, par rapport à Gary. Gary, c'est crypto securities, mais moi je vais faire un ETF. Donc on est bien d'accord qu'il faut des prétextes pour déplacer le prix, dans un sens comme dans l'autre. Et après, on abreuve, si vous voulez, notre narratif et on renforce nos convictions. Ça va peu plus loin que ça. Merci à tous et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Une vidéo peut-être un petit peu différente et avec un peu plus de prise de recul. Rien ne se passe sur ce marché. J'espère que je vous aide au quotidien. Et on parle de trade contrarien avec les académiciens à midi. Ciao!